En 2025, les descendants de certains dirigeants nazis continuent de se confronter à l'héritage de leurs ancêtres de diverses manières. Rainer Höss, petit-fils du commandant d'Auschwitz Rudolf Höss, a consacré sa vie à l'éducation sur l'Holocauste et à la promotion de la tolérance. Son activisme a été controversé et elle a dû faire face à des critiques même au sein de sa propre famille. À 60 ans, il participe à des conférences et événements, partageant son expérience dans la lutte contre l'antisémitisme et l'extrémisme. Catherine Himmler, née en 1967 et petite-nièce de Heinrich Himmler, a abordé le passé de sa famille par écrit. Dans son livre « Les frères Himmler, une histoire de famille allemande », il explore l'implication de ses proches dans le régime nazi. Mariée à un Israélien et mère d'un fils, elle a choisi de garder son nom de famille, affrontant ainsi son histoire familiale et promouvant une réflexion sur la mémoire historique en Allemagne. Bettina Göring, petite-nièce d'Hermann Göring, a pris des décisions drastiques pour se distancier de l'héritage nazi. Résidente de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, elle a subi une stérilisation volontaire à l'âge de 30 ans pour éviter de transmettre sa lignée. À 68 ans, il mène une vie tranquille, loin des regards du public, et a participé à des documentaires tels que Hitler's Children, où il partage son expérience et réfléchit sur son héritage. Né du Reich, la malédiction d'un nom de famille. Rainer Höss avait 15 ans lorsqu'il a découvert qui était vraiment son grand-père. Lors d'une visite scolaire au camp de Dachau, il reconnaît le visage de Rudolf Höss sur un panneau d'information. Jusqu'à ce moment-là, cette image faisait partie de l'album de famille, sans contexte, sans avertissement. Découvrir que ce même homme était le commandant d'Auschwitz et directement responsable de plus d'1 million de meurtres, c'était comme tomber sur une vérité délibérément enterrée. Il est rentré chez lui en quête de réponse. Mais il a trouvé des échappatoires, des justifications, des démentis. Il a découvert que sa famille vivait dans une grande maison avec un jardin à côté du camp d'extermination. Que les enfants jouaient sur l'herbe tandis qu'à quelques mètres de là, les chambres à gaz fonctionnaient comme des machines de mort. Que l'horreur avait été présente, mais silencieuse. C'est alors qu'il a réalisé que le mensonge faisait également partie de son héritage. Rainer a choisi de couper les ponts. Il a rompu avec sa famille, a changé de ville et a transformé sa vie en un acte de confrontation. Il visite des écoles et des camps de concentration, affronte des négationnistes et des néo-nazis. En 2009, il a été officiellement déshérité par son père. Depuis lors, il a résidé dans plusieurs pays européens, notamment en Suède et en Allemagne, où il bénéficie d'une protection intermittente en raison des menaces de groupes extrémistes. Il a fondé une organisation éducative appelée Footsteps, qui collabore avec des institutions telles que Yad Vashem, le musée de l'Holocauste à Washington, et plusieurs écoles en Europe centrale. Son travail consiste à exposer, à travers des documents familiaux, comment la banalité du mal fonctionnait au sein d'un foyer ordinaire. Son nom de famille, qui pendant des décennies fut un symbole de silence, est devenu un étendard de dénonciation. Il en a payé le prix, il a été déshérité, il a reçu des menaces, et certains l'accusent de rechercher la notoriété. Mais pour lui, le silence est complicité, et quand un Höss parle d'Auschwitz, le nier est impossible. Parmi les gestes qui ont marqué sa carrière, l'un fut particulièrement symbolique. L'accolade publique qu'il partagea à Auschwitz avec Eva Moses, corps survivant des expériences de Joseph Mengele. L'image a fait le tour du monde. Certains y ont vu un acte de guérison, d'autres un geste difficile à accepter. Rainer ne cherchait pas l'absolution, mais le contact. Sa présence sur le lieu où son grand-père a dirigé l'extermination s'inscrivait dans un cheminement personnel sans retour. Aujourd'hui, il se déclare sans appartenance religieuse, mais entretient des liens étroits avec les communautés juives de Berlin. Il ne parle pas à partir d'une culpabilité héritée, mais d'une conscience construite. Et ce qu'il offre, ce ne sont pas des réponses, mais une présence. À quelques kilomètres de là, à Hambourg, une femme feuilletait des livres dans la bibliothèque, ignorant que l'un d'eux allait changer sa vie à jamais. Jennifer Tige, afro-allemande, a été adoptée par une famille blanche. Son identité, jusqu'alors, s'était construite autour de son héritage africain et de sa proximité avec la culture israélienne. Il a vécu à Tel Aviv, a appris l'hébreu et a cultivé de profondes amitiés.
Mais lorsqu'elle a trouvé un livre qui mentionnait sa mère biologique, elle a découvert quelque chose qui a bouleversé son monde. Son grand-père maternel était Amon, Goethe, commandant du camp de Płachow, le même qui est représenté dans la liste de Schindler comme l'homme qui tire sur les prisonniers depuis son balcon. Le coup était double. Non seulement elle était la petite-fille d'un criminel de guerre, mais selon les lois du régime que son grand-père défendait, elle-même aurait été considérée comme inférieure, voire éliminable. Le mélange de sang dans son corps la transformait en un paradoxe vivant, mi-bourreau, mi-victime. Il est tombé dans une profonde dépression. Il avait besoin d'un traitement psychiatrique. Le processus de reconstruction a été long et douloureux, mais elle a trouvé un moyen de rester à flot grâce à l'écriture. Son livre, Amon, « Mon grand-père aurait pu me tirer dessus » est un témoignage brutal de la dualité qu'il habite. Il a été écrit en collaboration avec le journaliste Nicolas Selmer, qui a enquêté sur le passé de la famille et interviewé la mère biologique de Jennifer pour reconstituer les silences hérités. Publié en 2013 par Random House, l'ouvrage est devenu un best-seller immédiat en Allemagne, a été traduit dans plus de 15 langues et distribué aux États-Unis par The Experience. Son impact fut international, suscitant des débats sur l'identité, la race et la mémoire dans des pays comme la France, la Pologne, Israël et le Japon. Jennifer ne se désolidarise pas de son histoire. Explorez-le, le démantèlement. Il l'expose. Son corps lui-même devient un acte politique. Il est la réfutation vivante de l'idéologie raciale de son grand-père. Son existence démontre l'illusion de la pureté que les nazis défendaient par les armes et les lois. Son témoignage n'est donc pas seulement familier, il est symbolique. Il a participé à des conférences organisées par Yad Vashem, dans des ateliers de réconciliation à Berlin et lors de conférences TEDx à Hambourg. Elle a également été interviewée sur des chaînes telles que ZDF, ARD et France 24, et apparaît dans des documentaires tels que Descendants de le Reich et Mon héritage nazi. Elle a été invitée à plusieurs reprises à partager son histoire dans les écoles allemandes dans le cadre de programmes éducatifs contre le racisme. Dans des interviews récentes, elle a raconté que maintenir le contact avec sa mère biologique était l'un des défis les plus complexes du processus. Il n'y a pas eu de réconciliation complète, mais il n'y a pas eu non plus de rupture définitive. La relation était suspendue entre le besoin de comprendre et l'impossibilité d'effacer le passé. Elle et sa mère ont toutes deux été confrontées au même héritage provenant de différents endroits, l'une par le silence, l'autre par l'exposition. Jennifer, cependant, a choisi de transformer les dégâts en une histoire. Elle vit actuellement à Hambourg, a 2 enfants et continue de travailler comme auteure, conférencière et défenseur de l'éducation antiraciste. Elle se définit comme une citoyenne hybride, quelqu'un qui n'appartient pas entièrement à un seul pays, à une seule langue ou à une seule histoire, et qui a trouvé sa force précisément dans cette fracture. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Katrin Himmler, petite nièce de Heinrich Himmler, chef de la SS et architecte de la solution finale, a grandi dans un environnement où le nom de famille était utilisé sans honte. Dans sa maison, l'oncle Heinrich n'était qu'une silhouette floue, une présence évoquée avec une certaine distance, presque décorative. Mais l'histoire a éclaté sur la scène de manière inattendue lorsqu'une camarade de classe lui a demandé si elle était apparentée à Himmler. La question a semé une inquiétude qui a germé au fil des années. Lorsque Catherine est devenue mère, elle a dû prendre une décision. Quelle histoire allait-elle raconter à son enfant? Il a choisi de ne pas rester silencieux. Il a commencé à faire des recherches sur son arbre généalogique et a découvert que son grand-père, Ernst Himmler, avait été plus qu'un simple spectateur. En tant que membre actif du parti et signataire de documents discriminatoires, il était un rouage dans la machine du régime. Ernst a travaillé comme ingénieur du son à la radio d'État du Reich et de là, il a participé à la diffusion de la propagande nazie pendant les années clés du conflit. Son engagement n'était pas militaire, mais idéologique, et sa signature apparaît sur des directives relatives à la censure et au contrôle de l'information. Pour Catherine, ces documents étaient la preuve que le mal se manifestait également à partir de bureaux apparemment inoffensifs. Il a publié Les Frères Himmler, un livre qui non seulement explore les crimes d'Heinrich, mais montre également comment le nazisme a infecté la vie quotidienne. La maison, le travail, la table familiale, tout faisait partie du système.
Publié en 2005, l'ouvrage a suscité une forte controverse en Allemagne. Il a été accueilli avec respect académique, mais aussi avec malaise dans le public, car il a révélé des détails familiaux que beaucoup préféraient encore garder cachés. L'enquête comprenait l'analyse de plus d'1 millier de lettres privées entre Heinrich, sa femme Margaret et leur fille Gudrun, ainsi que de documents personnels montrant comment l'idéologie nazie avait été intériorisée dans la vie domestique. Son travail a démystifié le mythe de la culpabilité partielle. C'est pourquoi il a décidé de garder son nom de famille en guise de confrontation. Changer cela serait se cacher derrière un mensonge, a-t-il déclaré. Dans son cas, l'héritage s'est transformé en mémoire active et non en poids silencieux. Catherine Himmler a depuis participé à des tables rondes sur la pédagogie de la mémoire, en collaboration avec des institutions telles que l'Institut d'histoire contemporaine de Munich et la Fondation Topographie de la Terreur de Berlin. Il a déclaré que sa mission n'était pas de racheter sa famille, mais de documenter, d'exposer et d'avertir. Depuis son domicile à Berlin, elle travaille comme politologue spécialisée dans les relations internationales, mais elle n'a jamais abandonné son engagement en faveur de la mémoire historique. Dans des interviews récentes, il a déclaré que le plus grand défi n'était pas d'accepter la vérité, mais de l'expliquer à son fils sans l'édulcorer. Dans son cas, le passé n'était pas une blessure isolée, mais une structure héritée qu'il a décidé de démanteler avec précision et clarté. Et puis il y a Bettina Göring, petite nièce d'Hermann Göring, fondateur de la Gestapo et numéro 2 de la hiérarchie nazie. Sa réponse fut différente, plus intime, plus radicale. À l'âge de 30 ans, elle décide de se faire stériliser. Je ne voulais pas avoir d'enfant, non pas pour des raisons médicales, mais symboliques. Il voulait s'assurer que son nom de famille ne soit pas répété, que sa lignée s'éteindrait avec elle. Il a grandi dans une famille où le nazisme était encore défendu. Sa grand-mère exposait des portraits d'Hermann dans le salon et niait l'Holocauste. Bettina a fui cet environnement adolescent, a vécu dans des communautés, a parcouru le monde et a cherché refuge dans des modes de vie opposés à l'idéologie de sa famille. Sa stérilisation n'était pas seulement une opération, c'était un acte politique, une déclaration finale. Son frère a pris la même décision. Tous deux ont estimé que la charge génétique ne devait pas perdurer. Dans des interviews, Bettina a expliqué qu'elle avait peur que quelque chose dans son sang puisse se répéter, comme si un traumatisme passé pouvait s'infiltrer biologiquement dans le futur. L'histoire de Bettina est devenue publique grâce au documentaire Bloodline, 2007, où elle partage l'écran avec la petite fille de Rudolf Höss. Là, il a raconté sa décision avec calme, sans théâtralité, comme si le silence était sa seule forme de réparation. Après cette apparition, elle a été contactée par les médias et les universités, mais a systématiquement décliné toutes les invitations. Il n'a jamais voulu devenir le porte-parole de quoi que ce soit, même pas en tant que victime du nom de famille. Bettina n'écrit pas de livres, elle ne donne pas de conférences, elle ne recherche pas la vedette. Il vit au Nouveau-Mexique, pratique des thérapies alternatives et cultive des plantes médicinales. Elle vit à la périphérie de Taos, dans une maison qu'elle a contribué à construire elle-même avec des matériaux naturels, loin du bruit, des discours et de l'histoire publique. Il n'a pas fait du passé un spectacle, mais un choix de vie silencieux. Alors que d'autres descendants affrontent l'histoire avec des mots, elle le fait avec son corps. Sa réponse n'est pas publique, mais interne. Il ne cherche à convaincre personne, seulement à habiter le monde sans prolonger un héritage qu'il considère comme maudit. 4 réponses différentes. 4 façons de porter un héritage impossible. Rainer a choisi la plainte. Jennifer en train d'écrire. Catherine, la recherche. Bettina, l'extinction. Aucune de ces routes n'est facile. Aucune de ces 2 solutions ne garantit la paix. Mais ils rejettent tous le déni. Et cela, dans un monde où il y a encore des gens qui nient l'Holocauste, est une forme de résistance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nom ou de génétique. Il s'agit de savoir comment réagir lorsque le passé appelle de l'ombre et que l'on décide, à sa manière, de ne pas rester silencieux. Le silence hérité. Quand le silence est une forme de loyauté, alors que certains descendants du Troisième Reich ont choisi d'affronter publiquement leur histoire familiale, d'autres ont opté pour le silence comme stratégie. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'une décision consciente. Le cas le plus emblématique est celui de Klaus Eichmann, le fils aîné d'Adolf Eichmann, l'homme qui a organisé la logistique de l'Holocauste. Klaus a grandi en Argentine sous l'identité de couverture que son père avait adoptée après la guerre,
Ricardo Clément. Dans cet environnement, entouré de communautés allemandes exilées et d'anciens nazis, le récit familial était clair. Eichmann n'était pas un criminel, mais une victime. Il n'était pas un maniaque génocidaire, mais un fonctionnaire obéissant, trahi par l'histoire. Lorsque le Mossad a kidnappé son père en 1960 et a emmené clandestinement en Israël pour y être jugé, Klaus n'a pas hésité. Il l'a défendu publiquement. Il a accusé les Juifs de manipuler la justice. Il a reproduit l'antisémitisme dans lequel il avait été élevé. Et cela ne reste pas que des mots. Dans les semaines précédant le procès, Klaus a été interviewé par plusieurs médias argentins, dont Critica et La Prensa, où il a répété les versions que son père avait données pour sa défense. Il a déclaré que son père ne faisait qu'obéir aux ordres et que l'histoire serait réécrite de manière équitable un jour. Il resta le porte-parole de la famille jusqu'à l'exécution d'Eichmann en juin 1962. Après son exécution, Klaus resta actif dans les cercles révisionnistes pendant au moins une décennie. Dans les rapports du Simon Center Wiesenthal des années 1970, son nom apparaît lié à des publications négationnistes imprimées à Buenos Aires. Bien qu'il n'existe aucun document officiel sur une organisation formelle appelée Front National Socialiste Argentin, il existait des groupes informels d'exilés allemands qui distribuaient de la propagande nazie à partir d'imprimeries clandestines. On dit que Klaus a coordonné certaines de ses activités depuis le quartier de Belgrano à Buenos Aires. Son frère, Horst Eichmann, faisait également partie du cercle, plus réservé, mais tout aussi engagé dans la cause. Pendant que Klaus parlait devant les caméras, Horst organisait des réunions, contactait d'anciens membres de la SS et coordonnait des activités de jeunesse à l'esthétique nazie. En 1983, Horst a été interviewé par le journaliste Peter F. Müller pour une série de reportages sur la génération qui a hérité du Troisième Reich. Dans cette interview, Horst a réitéré que la condamnation de son père avait été injuste et a qualifié le procès de spectacle mis en scène par Israël pour se venger politique. Il a également déclaré qu'il n'avait pas honte de porter le nom de famille Eichmann. Il a vécu en Argentine jusqu'à sa mort dans les années 1990 sans rétracter publiquement ses idées. Ce qui est remarquable dans l'affaire Eichmann, ce n'est pas seulement la défense explicite du nazisme, mais aussi le degré d'élaboration du silence entourant le crime. Dans leur pays, l'Holocauste n'existait pas en tant que réalité. C'était une invention, une conspiration, les trains, les camps, les millions de morts. Tout cela faisait partie d'une campagne de diffamation internationale. C'est ainsi que Klaus et Horst ont grandi. C'est ainsi qu'ils ont façonné leur identité. Kai Heuss, petit-fils de Rudolf Heuss, représente une autre forme de silence, celle de la disparition complète de l'histoire. Contrairement à son cousin Rainer, qui a rompu avec sa famille et est devenu une voix active contre l'antisémitisme, Kai a choisi de ne pas s'exprimer. Ne donnez pas d'interview, ne participez pas à des documentaires, ne publiez pas de livres, ne le nie même pas. Restez simplement silencieux. Il n'y a aucune déclaration publique de sa part. Il n'y a pas d'images actuelles. Seuls des documents bureaucratiques confirment son existence. Dans certaines conférences de Rainer, lorsqu'il est mentionné, le geste est toujours le même, le respect de la décision de garder le silence, mais aussi de la tristesse, parce que le silence dans ces contextes n'est pas neutre. C'est une forme de position, une façon de laisser l'histoire familiale intacte sans être remise en question. Le silence peut aussi être une stratégie de survie, comme dans le cas de Waltraud Heim, fille du tristement célèbre médecin nazi Haribert Heim, connu sous le nom de Docteur Mort. Son père s'est enfui après la guerre et a vécu pendant des décennies sous une fausse identité en Amérique du Sud. Il était l'un des criminels nazis les plus recherchés au monde, responsable de crimes atroces, injections mortelles dans le cœur, opérations sans anesthésie, amputations expérimentales. Waltraud a été découvert vivant au Chili. Dans une brève déclaration, il a déclaré que son père était décédé en 1993. Il n'a montré aucune émotion. Il n'a pas donné de détails. Il n'a exprimé aucune condamnation. Le plus révélateur fut ce qui se passa ensuite. Il tenta d'accéder à un compte bancaire suisse, prétendument ouvert par son père, qui contenait une somme de plusieurs millions. Le problème, il n'a pas pu produire le certificat de décès.
Le compte, ouvert à la banque UBS sous un numéro codé, contenait environ 1,2 million d'euros. Le tribunal autrichien a exigé des preuves documentaires de la mort de Heim, mais ni Waltraud ni son frère n'ont été en mesure de les fournir. Le tribunal de district de Baden a rejeté la demande de déblocage des fonds en 2010 en raison d'un manque de preuves concluantes. La même année, la chaîne allemande ZDF et le New York Times publient une enquête conjointe confirmant qu'Heribert Heim a vécu sous le nom de Tarek Farid Hussein au Caire pendant plus de 20 ans. Il aurait vécu dans une pension de famille dans le quartier de Doki et aurait été soigné dans les hôpitaux locaux avec une identification égyptienne. Il est décédé en 1992 d'un cancer de l'intestin. Des témoins locaux, dont le propriétaire de la pension et un médecin, ont confirmé son identité après avoir comparé des photographies. Le tribunal allemand a officiellement clos les recherches en 2012, sans toutefois émettre de mandat d'arrêt rétroactif contre ses enfants. En Allemagne, une étude récente a révélé que plus de 60% des descendants de membres de la SS n'ont jamais parlé à leurs enfants du rôle de leurs ancêtres. Dans de nombreux cas, les documents familiaux ont été détruits. Les albums photos cachés, les témoignages jamais relatés. Selon les mots d'un des chercheurs, il s'agit d'une transmission de l'horreur par omission. Les données proviennent d'une étude coordonnée par l'Université libre de Berlin en collaboration avec l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, IFZ, présentée en 2013 à la suite d'une enquête menée auprès de plus de 500 proches parents d'anciens responsables nazis. Selon le rapport, 64% des personnes interrogées ont déclaré que leurs parents ou grands-parents n'avaient jamais discuté du passé nazi lors des réunions de famille. Seuls 7% ont admis avoir reçu des explications directes sur les événements. Le même rapport précise que dans 38% des cas analysés, les descendants ont découvert le lien familial avec le régime nazi à travers des sources externes, rapports, archives scolaires, livres ou témoignages de tiers. De nombreux témoignages recueillis convergent vers un schéma: la destruction délibérée de papiers, de lettres et de photographies après la capitulation allemande. Le projet a été mené par l'historienne allemande Alexandra Senft, petite-fille d'un haut diplomate nazi, et s'est basé sur des entretiens menés entre 2009 et 2012. L'objectif n'était pas de moraliser, mais de documenter les mécanismes familiaux qui ont permis au silence de perdurer. L'étude a été accompagnée d'une publication intitulée « Schweigen tut weh », Le silence fait mal, publié par la Fondation Körber, dans lequel certains participants décrivent leur perplexité en découvrant le rôle exact de leurs proches au sein du Troisième Reich. La fin du nom de famille, la rébellion biologique. Bettina Göring est née avec l'un des noms de famille les plus pesants de l'histoire allemande moderne. Son grand-oncle, Hermann Göring, fut l'un des fondateurs du Troisième Reich, chef de la Luftwaffe, organisateur de l'appareil économique nazi et l'un des plus grands pilleurs d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis son enfance, Bettina remarquait que son nom de famille provoquait des réactions. Silence gêné, regard détourné, éloignement. À la maison, le sujet était tabou. Sa grand-mère, proche d'Hermann Göring pendant le régime, niait tout. Les crimes, les camps, l'histoire. La rupture a eu lieu à 13 ans. Incapable de supporter l'environnement négationniste, Bettina s'enfuit de chez elle et commence une vie errante. Il se réfugie dans les communes hippies, les mouvements spirituels, les communautés alternatives. Je cherchais une identité qui ne soit pas entachée par le nom de famille. Au milieu de cette recherche, elle a pris une décision radicale. Elle a volontairement subi une stérilisation. Je ne voulais pas avoir d'enfant. Il ne voulait pas que sa lignée continue. J'avais peur que quelque chose dans mon sang réapparaisse, a-t-il déclaré dans une interview. Son frère a pris la même décision. Il l'a exprimée dans une phrase aussi forte que symbolique: « J'ai coupé la ligne ». Ce geste n'était pas seulement médical, c'était une rupture biologique avec le passé. C'était comme dire « ça s'arrête ici » à une histoire qui n'avait pas été choisie, mais héritée. Aujourd'hui, Bettina vit dans le nord du Nouveau-Mexique où elle mène une vie loin de toute présence institutionnelle. Elle pratique des pratiques de guérison alternatives, travaille avec des plantes et des techniques énergétiques et évite complètement la couverture médiatique. Il refuse les invitations à des forums sur la mémoire historique, bien que son visage apparaisse dans plusieurs documentaires, dont Descendants de le Reich et celui d'Hitler.
enfant. Il a accepté de comparaître à la seule condition que son histoire ne soit pas politisée. Malgré le temps qui passe, il n'entretient aucun contact avec le reste de sa famille et n'a jamais tenté de reconstruire des ponts. Leur rupture était définitive. Selon ses propres mots, « L'histoire n'a pas besoin de se répéter si vous ne la portez pas avec vous ». Une décision similaire a été prise par les petits-neveux d'Adolf Hitler, descendants du demi-frère du dictateur Alois Hitler Jr. Aux États-Unis, il vivait sous le nom de Stuart Houston. La famille s'est installée à Long Island, dans l'État de New York, et a gardé un profil bas pendant des décennies. Louis, Brian, Howard et Alexander sont nés après la guerre, élevés par William Patrick Hitler, leur neveu britannique qui avait émigré aux États-Unis et combattu dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'ils aient tenté de se distancer complètement de leur nom de famille d'origine, leur passé a refait surface dans des rapports isolés dans les années 1970 et 2000. Dans une interview avec le journaliste britannique David Gardner, publiée en 2006, l'un des frères a confirmé qu'ils avaient conclu un accord tacite entre eux. Aucun des deux n'aurait d'enfant. Ils ne voulaient pas prolonger la lignée biologique d'Hitler, ni risquer d'être liés à une sorte d'héritage symbolique. « Nous ne voulions pas transmettre tout cela », a déclaré l'un d'eux. « On savait ce que signifiait ce nom. Peu importe qu'on le change, il est toujours là. » Les 4 frères n'ont jamais participé à des conférences et n'ont pas donné d'interviews approfondies. Ils ont rejeté les propositions de livres et de documentaires. Ils exerçaient des métiers communs. L'un était infirmier, un autre travaillait comme technicien, un autre comme paysagiste. Ils vivaient dans une maison simple à Patchogue, avec des drapeaux américains sur le porche et une vie volontairement fade. Louis est décédé en 2007. Brian en 1989, Howard en 2023. Seul Alexander Adolf Stuart Houston est encore en vie, selon les archives publiques. Il vit retiré, sans descendance, et évite toute apparition publique. L'histoire de Stuart Houston n'est pas marquée par des discours de blâme ou de justification. Ils ne se sont jamais exprimés politiquement. Ils n'ont pas émis de condamnation ni de défense. Mais leur décision, prise dans l'intimité de leur famille, eut des conséquences définitives. La lignée biologique d'Adolf Hitler prit fin avec eux. Aucun d'eux ne voulait que son nom de famille, réel ou modifié, ait à nouveau une signification historique. À une époque où beaucoup cherchent à se faire connaître, ils ont opté pour la disparition symbolique. Dans son cas, la rupture était absolue. Ils ont choisi de ne pas laisser de traces. Mémoire sans spectacle, vivre avec la vérité, sans bruit. Ricardo Eichmann, né à Buenos Aires en 1955, était le dernier fils d'Adolf Eichmann, l'homme qui a conçu la logistique de l'Holocauste. Contrairement à ses frères aînés, qui ont grandi sous un récit familial qui présentait leur père comme un martyr du devoir, Ricardo a vécu son enfance sans vraiment savoir qui était Ricardo Clément, le faux nom sous lequel son père se cachait en Argentine. Lorsque Eichmann fut capturé par le Mossad en 1960 et emmené en Israël, Ricardo avait 5 ans. Son père fut exécuté 2 ans plus tard, après un procès historique qui mit en lumière tous les mécanismes bureaucratiques de l'extermination des Juifs. La famille retourne en Allemagne et là, Ricardo commence une vie marquée par la contradiction. Ce n'est pas à la maison que Ricardo a appris la vérité. C'est à travers des livres, des documents et des archives qu'il découvre qui était réellement son père. Et c'est dans ce processus solitaire qu'il a décidé de ne pas suivre le chemin de ses frères. Alors que Klaus et Horst justifiaient les crimes du régime et défendèrent publiquement Adolf Eichmann, Ricardo restait silencieux. Il n'a adhéré à aucun parti politique, n'a écrit de mémoire et n'a participé à aucun débat sur l'Holocauste. Il a choisi une voie totalement étrangère au XXe siècle, l'archéologie du Proche-Orient. Il entre à l'université de Heidelberg où il obtient son doctorat avec une thèse sur l'architecture funéraire dans l'Égypte ancienne. Il a ensuite travaillé dans des institutions universitaires à Mayence et à Berlin avant de rejoindre l'Institut archéologique allemand, DAI. En 1995, il prend la direction du département oriental du DAI, où il organise des fouilles dans d'anciennes villes syriennes telles que Tel Halaf et travaille sur des missions conjointes en Égypte, en Jordanie et au Liban. Ses travaux portent sur l'évolution de l'urbanisme dans les civilisations sémitiques. Il a publié des articles techniques dans des revues universitaires, tous très éloignés du débat sur le national-socialisme.
Il n'a jamais changé son nom de famille. Il n'a jamais cherché à effacer son origine. Dans une interview, l'une des rares qu'il ait accordées, il a déclaré « Je n'ai pas hérité de la culpabilité, mais j'ai hérité des conséquences, et chacun décide quoi en faire. » Cette phrase résume sa position éthique. Ricardo n'a jamais changé son nom de famille, non pas par fierté, mais par cohérence. Il n'a pas parlé publiquement de son père et ne s'est pas offert aux médias ou aux documentaires. Mais quand quelqu'un lui a posé la question, il a répondu honnêtement. En 1995, il a accepté de rencontrer Zvi en privé Aharoni, l'agent du Mossad qui avait capturé son père à Buenos Aires. La rencontre s'est déroulée sans caméra ni journaliste, dans un bâtiment du gouvernement israélien lors d'une visite universitaire. Il n'y a eu aucune récrimination, aucune excuse non plus, seule une reconnaissance mutuelle de l'inévitable. Depuis lors, Ricardo continue de travailler comme chercheur émérite. Il vit actuellement en Allemagne et continue de participer à des projets archéologiques internationaux. Il ne participe pas aux événements commémoratifs ni aux débats sur l'héritage du nazisme. Il a déclaré que son rôle était celui du présent et non celui du passé. Un autre cas similaire est celui de Matthias Göring, un descendant direct d'Hermann Göring. Matthias a gardé un profil extrêmement bas pendant des décennies. Il a vécu en Suisse et en Allemagne, travaillant comme thérapeute et enseignant, évitant systématiquement toute notoriété liée à son nom de famille. Bien qu'il partage un nom et un sang avec l'une des figures les plus redoutées du régime, Matthias n'a jamais cherché à se distancier publiquement ni à faire de déclarations. Sa réponse a été différente, une vie intègre, loin de la politique, du révisionnisme ou du battage médiatique. Il a étudié la médecine et la psychothérapie à l'université de Heidelberg dans les années 1970 et a ensuite fondé l'Institut pour impure psychothérapie à Hamm, Rhénanie du Nord-Westphalie. Il s'est spécialisé dans les thérapies holistiques, combinant des approches traditionnelles avec des pratiques alternatives. Il n'a jamais mentionné publiquement sa relation avec Hermann Göring dans des conférences, des publications ou des interviews. Bien que contacté à plusieurs reprises par des journalistes intéressés par le patronyme, Matthias a décliné toutes les demandes. À une occasion, il a envoyé une lettre au rédacteur en chef d'un journal local demandant que son nom ne soit pas associé à des articles sur la Seconde Guerre mondiale. Ses patients et ses étudiants ne le connaissent que pour son travail clinique. Ses publications se limitent à des manuels thérapeutiques et à des études techniques. Il n'a jamais participé à des événements publics liés au nazisme ni à des initiatives de mémoire historique. Il vit actuellement à la retraite, sans réseaux sociaux ni apparition publique depuis 2018. En Autriche, un schéma similaire a été observé parmi les descendants d'Arthur Seyss-Inquart. Cet homme, directement responsable de l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich et plus tard commissaire du Reich aux Pays-Bas, fut exécuté après le procès de Nuremberg pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses enfants, après sa mort, ont disparu du radar public. Ils n'ont pas cherché à réhabiliter leur image ni à affronter l'opinion publique. Ils n'ont pas non plus adopté les discours révisionnistes. Les petits-enfants de Seyss-Inquart vivaient en Autriche en tant que citoyens anonymes. Certains travaillent comme techniciens, d'autres comme enseignants, d'autres encore dans le secteur public. Ils n'ont jamais fait de déclaration, ils n'ont jamais assisté à des événements publics liés au nazisme. Lors d'interviews occasionnelles, sa réponse a toujours été la même. Notre devoir est de ne pas répéter. Ne pas parler ne revient pas à nier. C'est simplement ne pas être protagoniste de ce qui a déjà été suffisamment horrible. Ce qui est remarquable dans tous ces cas, c'est qu'aucun de ses descendants n'a changé de nom de famille. Aucun des deux n'a cherché à devenir une personnalité publique. Aucun d'entre eux n'a fait du passé une source de visibilité ou de victimisation. Sa forme d'évasion est plus difficile à détecter, mais non moins puissante. C'est l'éthique du travail bien fait. L'intégrité de quelqu'un qui sait d'où il vient, mais qui est défini par ce qu'il choisit d'être. Ce type de résistance soulève une question inconfortable mais nécessaire. L'exposition est-elle toujours nécessaire pour parvenir à la rupture? Ou une vie tranquille, juste et honnête peut-elle représenter un message plus puissant qu'un mémoire ou un documentaire? L'histoire de Richard Eichmann, de Matthias Göring et des descendants de Seyss-Inquart le suggère. Ce silence n'est pas toujours un déni, que parfois le plus grand acte de mémoire est de bien vivre, vivre différemment. Vivez avec la vérité, même si personne ne la voit.
À une époque où les médias récompensent le témoignage public, où la visibilité semble être la seule forme de réparation, ces figures nous rappellent que l'éthique existe aussi sans spectacle. Il y a ceux qui ne renient pas leur nom, mais ils ne l'utilisent pas non plus comme un bouclier. Cette dignité ne nécessite pas de cri, mais plutôt de cohérence. Et que dans la longue ombre du Troisième Reich, même une vie silencieuse peut être une forme de lumière. La lignée cachée, biographie construite sur un mensonge. Hans Gräser, historien de Stuttgart, a découvert en 2010 que son père avait été membre de la SS et avait servi comme officier de justice dans les territoires occupés de l'Est. Cette découverte ne provient pas d'une confession familiale ni d'une recherche universitaire. Il est arrivé alors que sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, était transférée dans une maison de retraite et Hans était chargé de vider l'appartement familial. Parmi de vieux livres, des photographies jaunies et des documents oubliés, il a trouvé une collection de papiers soigneusement conservés, certificats SS, lettres signées, ordres de virement. Son père, qu'il avait toujours connu comme un fonctionnaire sérieux du tribunal régional, avait servi à Riga pendant l'occupation nazie. Riga était l'un des principaux centres d'extermination des Juifs baltes. C'est là qu'eut lieu le massacre de Rumbula, où plus de 25 000 personnes furent tuées en seulement 2 jours, en décembre 1941. Dans l'un des documents, Gräser a trouvé une lettre dans laquelle son père recommandait l'évacuation d'un quartier juif pour des raisons d'hygiène. Cette phrase froide et bureaucratique l'a dévasté. J'ai su à ce moment-là qu'il n'était pas qu'un simple spectateur. Il faisait partie de la machine. Hans a alors commencé une enquête personnelle. Il a recueilli des témoignages, recherché des archives militaires et reconstitué le sort des victimes de Riga. Il a découvert que de nombreuses maisons évacuées ont fini par être occupées par des fonctionnaires allemands, y compris son père. Ce qui le frappait le plus n'était pas seulement la dureté des ordres, mais leur langage. Tout était formulé sur un ton technique, administratif, presque clinique. Les expressions faisaient référence à des mesures sanitaires, à des déplacements programmés ou à l'attribution d'espace au personnel autorisé. Il n'y avait pas de violence explicite sur le papier, mais il y avait une violence structurelle déguisée en bureaucratie. Gräser est devenu obsédé par cette esthétique du langage. Comment un massacre pouvait être caché derrière un sceau officiel et une signature soignée. La révélation a changé sa vie académique. Il abandonne temporairement ses cours d'histoire médiévale et se consacre à la rédaction d'un essai sur les silences d'après-guerre dans les familles allemandes. Intitulé « L'héritage non dit », le livre n'a jamais été officiellement publié mais a circulé parmi les collègues et les étudiants comme un document clé pour comprendre comment le Troisième Reich a survécu, dans de nombreux foyers, sous la forme d'histoires familiales édulcorées. Le cas de Martin Bormann Jr. est particulièrement complexe. Fils du puissant secrétaire privé d'Hitler, il a grandi dans le culte de son père, qu'il considérait comme un héros et une figure d'autorité incontestable. Mais à 17 ans, après la guerre, un prêtre lui a montré des photos des camps de concentration et lui a révélé le rôle central que son père avait joué dans l'Holocauste. La révélation fut si dévastatrice qu'après une période de crise, Martin décida de devenir prêtre catholique. Il a consacré sa vie à affronter l'héritage de son père en donnant des conférences en Allemagne et en Israël sur la réconciliation et la responsabilité historique. Il s'est rendu dans les communautés juives pour demander pardon, tout en précisant qu'il ne pouvait pas le faire au nom de son père, mais plutôt en tant que quelqu'un qui portait son nom de famille et comprenait le poids de l'histoire. Il a vécu pendant des années à l'abbaye bénédictine de Niederaltaich en Bavière et a participé en tant que guide à des pèlerinages en Terre Sainte. Dans des interviews entre les années 1990 et sa mort en 2013, elle a insisté sur le fait que le silence était une forme de complicité et que sa seule façon de faire face à son histoire familiale était de la révéler. Il n'a jamais essayé d'adoucir la figure de son père. Il n'écrivait pas de mémoires et ne recherchait pas la notoriété. Il ne prenait la parole que lorsqu'il était invité dans des lieux éducatifs ou religieux et toujours sur un ton de responsabilité calme. En 2011, il apparaît brièvement dans le documentaire « Hitler's enfant » comme une figure qui n'a pas nié le passé, mais ne l'a pas non plus utilisé pour lui-même. « Connaître la vérité, c'était comme mourir et renaître », a-t-il déclaré dans une interview. « Tout ce que je croyais de ma famille, de mon père, de mon pays s'est effondré en un instant. »
S'en est suivi un long processus d'apprentissage pour apprendre à vivre avec cette blessure. Niklas Frank, le plus jeune fils de Hans Frank, le soi-disant bourreau de Pologne, a grandi en sachant que son père avait été une figure puissante dans la Troisième Reich. Gouverneur général des territoires occupés à l'Est, Hans Frank fut l'un des principaux responsables de l'administration de l'extermination dans le ghetto de Varsovie, à Cracovie, et dans d'autres centres de répression en Pologne. À la suite du procès de Nuremberg, il fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et exécuté en 1946. Durant son enfance, Niklas a été élevé dans une version idéalisée de son père, un patriote, un martyr injustement condamné. Mais à mesure qu'elle atteignait l'adolescence, des documents, des photographies et des entretiens avec des survivants ont commencé à démêler ce récit. Contrairement à d'autres enfants de dirigeants nazis qui ont choisi le silence ou la justification, Niklas a fait le contraire. Il a décidé de s'exposer. Rapport. Transformez votre nom de famille en charge utile. Il a publié un livre intitulé « Mon père, le criminel nazi », dans lequel il démantelait publiquement la figure du père avec un ton féroce, presque chirurgical. Il y décrit son mépris pour son père, qu'il accuse non seulement d'être un meurtrier, mais aussi un lâche. Tout au long de sa vie, il a donné des conférences dans des écoles, des universités et des mémoriaux de l'Holocauste. Il a participé à des débats télévisés, écrit des articles et n'a jamais adouci son message. Le devoir d'un fils n'est pas de défendre un mensonge hérité. En 2011, il apparaît également dans le documentaire Hitler's Enfants, où il s'est entretenu directement avec les descendants de victimes juives. Sa position est claire. Si son père a détruit des vies par ses paroles et ses lois, il tenterait de réparer une partie de ses dommages en faisant exactement l'inverse. Niklas ne s'est excusé au nom de personne. Il n'avait pas l'intention de blanchir un nom de famille, ni de se construire une nouvelle identité. Il a simplement choisi de vivre avec la vérité, sans anesthésie. Pour lui, la rupture n'était pas un chemin spirituel, ni une reconstruction intime. C'était une bataille frontale contre l'hypocrisie, à l'intérieur et à l'extérieur de sa famille. Siegfried Gauche est né en mars 1945, quelques semaines avant l'effondrement du Troisième Reich. Il n'avait pas besoin de découvrir le passé de son père à l'âge adulte, car il le connaissait depuis le début. Hermann Gauche, médecin, officier SS et auteur de livres sur l'hygiène raciale, était un idéologue nazi convaincu. Même si ses idées mettaient mal à l'aise d'autres membres du régime en raison de leur radicalisme biologique, il y resta fidèle jusqu'à sa mort en 1978. Il n'a jamais renoncé à ce qu'il avait écrit. Il n'a pas non plus demandé pardon. Au pays, l'héritage idéologique n'a jamais disparu. Durant son enfance et sa jeunesse, Siegfried a vécu avec ce passé sans avoir les outils pour le traiter. Je l'admirais, je le craignais, je le respectais. Mais à mesure que nous avons grandi, cet héritage est devenu une blessure. Il ne voulait pas l'enterrer ou le nier, et n'en faites pas un spectacle. En 1979, un an après la mort de son père, il publie Vaterspuren, Empreinte du père, un ouvrage pionnier dans le genre des mémoires critiques sur les pères nazis. Ce n'est pas un pamphlet, ni une plainte. C'est une quête, une tentative de comprendre comment une identité s'est construite sur un modèle paternel qui était à la fois une figure émotionnelle et un propagateur de haine. Le livre alterne scènes d'enfance et réflexions d'adultes. Cela n'idéalise pas, mais cela ne dramatise pas non plus. Il parle de la manière dont le langage, les gestes et les idées sont hérités. Et comment vous pouvez commencer à les désarmer. Vaterspuren a été bien accueilli par la critique et a été traduit en anglais et en hébreu. Sa publication a ouvert une porte, celle des enfants qui ne voulaient pas perpétuer le silence, mais qui ne trouvaient pas non plus de place dans une Allemagne qui commençait à peine à parler honnêtement du passé. Siegfried Gauche n'a pas choisi l'activisme politique ou l'exposition médiatique. Il a continué à écrire, il a publié des romans, des essais et d'autres mémoires, comme Schattenbilder, 2012, où il se penche sur les traces que le nazisme a laissées sur sa génération. Il vit à Mayence, il donne peu d'interviews, mais dans ses textes, une constante demeure, l'écriture comme outil pour affronter l'indicible. Il ne cherche ni l'absolution, ni la rédemption, seulement de la clarté, seulement le geste ferme de quelqu'un qui décide de ne pas hériter sans comprendre. Idéologie recyclée quand le passé se déguise en démocratie.
José Antonio Cast, un homme politique chilien qui s'est fait connaître lors des élections présidentielles de 2021, au cours desquelles il a disputé le deuxième tour contre Gabriel Boric. Cast dirige le Parti républicain du Chili, un parti qui combine des valeurs nationalistes, un conservatisme extrême et une critique directe des avancées en matière de droits sociaux et de mémoire historique. Mais ce qui fait de lui un personnage clé dans ce chapitre, c'est son héritage. Son père, Michael Cast, était membre du parti nazi. Michael Cast, né en Bavière en 1924, a officiellement rejoint le NSDAP en 1942, alors qu'il n'avait que 18 ans. Bien qu'après la guerre, il ait essayé de minimiser ce lien en le qualifiant d'imposition de jeunesse, des documents des archives fédérales allemandes confirment son numéro de matricule et sa participation en tant qu'officier dans l'armée nazie pendant la guerre. En 1950, fuyant l'effondrement du Reich et les procès de dénazification, il émigre au Chili avec sa femme et son premier fils. Il y fonde une entreprise de saucisses, Cetinas Bavaria, qui devient rapidement l'une des entreprises leaders du secteur dans le sud du pays. Le nom de famille Cast est rapidement devenu connu, d'abord dans les affaires, puis en politique. Michael Cast a rejoint le parti de droite démocratie chrétienne et est devenu plus tard un fervent partisan du régime d'Augusto Pinochet. José Antonio Cast, son plus jeune fils, a non seulement hérité du nom de famille, mais aussi d'une vision du monde qui défend explicitement l'ordre du régime militaire chilien. Il a publiquement défendu Pinochet, remis en question les rapports sur les droits de l'homme et s'est montré réticent à reconnaître les violations commises par la dictature. Durant sa campagne présidentielle, Cast a nié toute influence directe du passé nazi de son père sur son idéologie. Mais les parallèles historiques sont impossibles à ignorer. La défense du nationalisme autoritaire, la rhétorique anti-immigration, le rejet des réparations historiques et le programme des droits de l'homme. Sa proposition de construire un fossé à la frontière nord pour empêcher le passage des immigrants, son projet de fermer l'Institut national des droits de l'homme et son rejet de l'éducation sexuelle dans les écoles publiques ont été perçus par beaucoup comme un recyclage contemporain des valeurs autoritaires. Au cours de sa campagne, Cast a également proposé d'éliminer les lois sur les quotas pour les femmes au Parlement et de réduire l'implication de l'État dans les questions de diversité culturelle, remettant même en question la reconnaissance constitutionnelle du peuple mapuche. Son image suscite un fort soutien et une forte opposition, mais la vérité est qu'il a réussi à construire une force politique solide avec une représentation parlementaire et une forte présence médiatique. Dans un pays encore déchiré entre la mémoire et l'impunité, l'ascension de Cast représente plus qu'une simple anomalie électorale. Elle est la preuve que certains héritages non seulement survivent, mais s'adaptent aussi efficacement au langage de la démocratie. Un autre cas paradigmatique est celui des descendants de Klaus Barbie, surnommé le Boucher de Lyon, un officier de la Gestapo responsable de la torture et du meurtre de milliers de juifs, de résistants et de civils en France pendant l'occupation nazie. Après la guerre, Barbie fut protégé par les services secrets américains, qui l'utilisèrent comme informateur, puis aidé par le réseau Odessa à s'échapper en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Il y a vécu plus de 3 décennies, protégé par les régimes militaires et lié aux opérations de répression politique. En Bolivie, Barbie a collaboré avec la dictature d'Hugo Banzer et a conseillé les forces paramilitaires sur des tâches de renseignement et de contre-insurrection. Selon des rapports de renseignement déclassifiés, il aurait également été impliqué dans l'opération Condor, le réseau de coopération répressive entre les dictatures du cône sud, et aurait facilité les contacts entre les trafiquants de drogue et les structures de pouvoir local. Son héritage ne se limite pas à celui d'un fugitif. Barbie a construit un réseau d'influence qui impliquait des hommes politiques, des hommes d'affaires et des membres de la communauté allemande en Amérique latine. Les descendants directs de Klaus Barbie, y compris son fils Klaus Georg Altmann, a maintenu une position de silence absolu. Georg Altmann a vécu pendant des années en Espagne et en Allemagne, lié à des activités commerciales douteuses, notamment à des sociétés écrans de trafic d'armes et à des cabinets de conseil en sécurité. Dans les années 1990, il a fait l'objet d'une enquête en Allemagne pour soutien présumé à des groupes néo-nazis, mais n'a jamais été condamné. Son nom de famille reste dans l'ombre des médias, mais son héritage perdure en marge des réseaux politiques et économiques qui ont su se recycler avec succès.
L'aspect le plus troublant de l'affaire Barbie n'est pas seulement le silence de sa famille, mais aussi la normalisation que son histoire a obtenue dans certains cercles boliviens. Pendant des années, Klaus Barbie a été protégé par des hommes d'affaires et des politiciens locaux qui le considéraient comme utile dans la répression du communisme. Il n'a jamais été extradé volontairement. Il n'a été extradé qu'après une campagne internationale soutenue menée par des militants et des journalistes d'investigation français. Lorsqu'il fut finalement jugé en France en 1987, le procès révéla non seulement ses crimes, mais aussi le réseau de protection qui l'avait soutenu pendant des décennies. Aujourd'hui, le nom de Barbie apparaît rarement dans la vie publique bolivienne. Il n'existe aucune plaque, aucun mémorial, ni aucune déclaration officielle concernant son séjour dans le pays. Son histoire a été absorbée par l'oubli institutionnel. Et dans cet oubli, leurs héritiers idéologiques ont prospéré. Certains sont liés à des réseaux internationaux d'extrême droite, d'autres sont reconvertis en entreprises privées ou en structures paramilitaires. L'affaire Barbie démontre que l'héritage du Troisième Reich ne réside pas seulement dans le nom de famille, mais aussi dans les réseaux que ces hommes ont contribué à construire et dans les idéologies qu'ils ont réussi à déguiser en pragmatisme politique. Une figure moins connue, mais tout aussi importante, est Gudrun Burwitz, fille de Heinrich Himmler, chef de la SS, et l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Contrairement à d'autres descendants qui ont rompu avec l'héritage familial, Gudrun a maintenu un engagement indéfectible envers la mémoire de son père et l'idéologie nazie jusqu'à sa mort en 2018. Il n'a jamais accepté la responsabilité d'Himmler dans l'Holocauste et a consacré une grande partie de sa vie d'adulte à réhabiliter son image. Il était un membre actif de Stille-Hilfe, Aide silencieuse, une organisation qui fournissait un soutien juridique et financier aux anciens officiers SS et autres criminels de guerre. Ce qui est le plus troublant, c'est que Gudrun n'opérait pas en marge du système. Pendant des décennies, elle a travaillé comme secrétaire au sein du service fédéral de renseignement d'Allemagne de l'Ouest, BND, où, selon des documents déclassifiés, elle a utilisé sa position pour aider d'anciens nazis à échapper à la justice. Cette infiltration dans les institutions démocratiques illustre comment l'héritage du nazisme ne se présente pas toujours sous la forme d'un discours radical, mais plutôt à travers une présence silencieuse et efficace au sein du système lui-même. Ces deux cas, Kast et les Barbie, ainsi que des personnages comme Gudrun Burwitz, soulèvent une question cruciale pour la mémoire contemporaine. Avons-nous vraiment surmonté l'héritage du nazisme, ou a-t-il simplement muté ? Que se passe-t-il lorsque les descendants de criminels non seulement ne parviennent pas à affronter leur passé, mais l'utilisent plutôt, implicitement ou explicitement, comme une plateforme politique? Combien de silences familiaux sont devenus des discours publics normalisés? À l'heure où l'extrême droite gagne du terrain en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, où les discours de haine se camouflent sous des discours de liberté ou de souveraineté nationale, l'analyse de ces chiffres revêt une urgence renouvelée. La démocratie en tant que système ne garantit pas en soi une rupture avec le passé. Elle peut devenir, et est effectivement devenue, le théâtre de nouvelles formes d'autoritarisme hérité. Le pouvoir symbolique de certains noms de famille peut disparaître du débat public, mais leur influence perdure dans les décisions législatives, les alliances stratégiques et les discours qui font appel à la peur et au ressentiment comme moteur politique. L'affaire Kast-Barbie n'est qu'un début. En Allemagne, en Autriche, en Argentine et dans d'autres pays, des dizaines de noms de familles d'origine nazie sont revenus à la vie publique avec des profils discrets, un discours sur mesure et des structures de pouvoir qui les protègent. Ils n'ont pas besoin de déclarer ouvertement leur affiliation. Il suffit de ne pas renoncer à certaines valeurs, de défendre certaines politiques, de maintenir vivante une rhétorique qui, sous de nouvelles formes, perpétue de vieilles divisions. Werner Goldberg, homme politique du parti conservateur allemand CDU pendant des décennies, a gardé secrètes ses origines juives tout en prônant des politiques d'immigration restrictives et un nationalisme culturel fort. Ce n'est qu'après sa retraite qu'on a découvert que son père, un juif converti au christianisme, avait survécu à l'Holocauste. Son cas reflète le réseau complexe d'identité et de loyauté qui caractérise les héritiers politiques du nazisme. Des personnes prêtes à défendre des idées proches de ce qu'elles-mêmes, dans un autre contexte, auraient condamné.
Il est important de noter que tous les descendants qui entrent en politique ne le font pas en reproduisant des positions autoritaires. Niklas Frank, fils du brutal gouverneur général de Pologne, Hans Frank, exécuté après le procès de Nuremberg, est devenu un journaliste et écrivain de gauche dénonçant ouvertement les crimes de son père. Sa participation dans l'espace public a toujours été une critique du fascisme et un défenseur de la mémoire historique. Son livre, « Mon père, le criminel nazi », est un exemple poignant de la façon dont certains descendants utilisent leur position pour combattre, et non perpétuer, l'héritage familial. À l'autre extrême se trouve Rüdiger von Weckmar, fils du général SS Max von Weckmar, qui a mené une brillante carrière diplomatique en République fédérale d'Allemagne, devenant ambassadeur auprès de l'ONU et président de l'Assemblée générale. Il n'a jamais mentionné publiquement le passé de son père, mais il ne l'a jamais renié non plus. Sa stratégie était différente. Il construisait une identité politique fondée sur l'européanisme et la réconciliation internationale, comme si la meilleure façon d'enterrer le passé était de construire un présent fondé sur des valeurs opposées. Ces contrastes révèlent que l'héritage politique du nazisme n'est ni uniforme ni prévisible. Certains la serrent dans leurs bras, d'autres le combattent, certains le cachent sous des apparences démocratiques, et d'autres le transforment en un engagement envers son contraire. Ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est l'impossibilité d'échapper au poids du nom, du sang, de l'histoire. Le cas d'Alexej Navalny, un dissident russe emprisonné récemment décédé en prison, reflète également cette complexité. Navalny, présenté en Occident comme un champion de la démocratie contre l'autoritarisme de Poutine, a connu une première phase de sa carrière politique où il a utilisé une rhétorique ultranationaliste et comparé les immigrants caucasiens à des cafards. Bien qu'il n'ait aucun lien direct avec le nazisme, sa carrière illustre comment les idées extrémistes peuvent coexister avec le discours démocratique, créant des personnalités politiques difficiles à classer. Le risque le plus grave ne réside pas chez ceux qui proclament ouvertement leur adhésion aux idéaux nazis, marginaux dans le système démocratique actuel, mais chez ceux qui portent ces idées dans des espaces de légitimité institutionnelle. Les partis qui promeuvent des politiques anti-immigrés, des discours sur la menace de la différence ou des révisions historiques qui minimisent l'Holocauste représentent des moyens subtils mais efficaces de maintenir l'esprit du fascisme vivant sans avoir besoin de croix gammées ou d'uniformes. Les héritiers du Duce, la lignée Mussolini. Contrairement à de nombreux héritiers du Troisième Reich, qui ont opté pour le silence, le changement de nom de famille ou la confrontation critique, les descendants de Benito Mussolini ont suivi une voie différente, la visibilité. Alors qu'en Allemagne, l'héritage du nazisme crée des divisions familiales ou de la distance, en Italie, le nom de Mussolini réapparaît sans cesse dans la sphère publique. Souvent, ce n'est pas un cargo, mais une plateforme. Un siècle après la marche sur Rome, son nom reste présent dans les institutions, les campagnes et les urnes. Benito Mussolini a eu 5 enfants avec Rachele Guidi, sa compagne depuis 1910 et épouse depuis 1916. De cette branche principale sont issus des musiciens, des pilotes, des maires, des députés européens et des conseillers municipaux. Leurs descendants n'ont pas simplement vécu sous l'ombre d'un nom de famille inconfortable. Dans de nombreux cas, ils l'ont ouvertement revendiqué, ou du moins l'ont intégré sans compromis. La figure la plus visible de ces dernières décennies est Alessandra Mussolini, née en 1962, fille du plus jeune fils du Duce, Romano Mussolini, et d'Anna Maria Ciccolone, sœur de Sofia Loren. Alessandra était chanteuse et actrice dans sa jeunesse, mais depuis les années 1990, elle se consacre à la politique. Elle a été députée nationale, membre du Parlement européen et porte-parole de positions ultra-conservatrices. Il était membre de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et a ensuite dirigé son propre parti politique, Alternativa Sociale, avec un programme nationaliste et un discours basé sur l'identité. Elle a fait des déclarations publiques défendant certains aspects du régime fasciste et minimisant ses crimes, ce qui a fait d'elle une figure controversée tant dans son pays qu'à l'étranger. Alessandra n'est pas un cas isolé. Sa demi-sœur, Rachele Mussolini, née en 1975, fille de Romano et d'une autre compagne, a suivi une carrière plus discrète mais tout aussi publique. Elle était mannequin et a participé à des concours de beauté avant d'entrer en politique. Elle est actuellement conseillère municipale de Rome pour Fratelli d'Italia, le parti géorgien.
Meloni. Bien qu'il évite les références idéologiques explicites, il a déclaré qu'il n'avait aucune raison de cacher son nom de famille et que son engagement était davantage lié à son territoire et à son travail qu'à son histoire familiale. Sa présence active au sein du parti qui gouverne aujourd'hui l'Italie montre que le nom Mussolini reste politiquement viable. Une autre figure importante est Caio Giulio Cesare Mussolini, arrière-petit-fils du dictateur, ancien officier de carrière et spécialiste des affaires navales. En 2019, il s'est présenté comme candidat au Parlement européen, également pour Fratelli d'Italia. Bien qu'il n'ait pas été élu, sa campagne a été largement couverte par la presse. « Je suis fier de mon nom de famille », a-t-il déclaré lors d'interviews. « Je ne suis pas fasciste, mais je suis Mussolini ». Son discours faisait appel à la fierté nationale et à la souveraineté, évitant d'entrer directement dans les débats historiques. En dehors de la sphère politique, le nom de famille a été présent dans d'autres domaines. Le fils d'Alessandra, Romano Floriani Mussolini, joue comme défenseur dans les divisions de jeunes du club de la Lazio. Bien qu'il ait déclaré publiquement que son nom de famille n'a rien à voir avec le football, il fait souvent l'objet de l'attention des médias, en particulier lorsqu'il joue contre des équipes dont les supporters s'identifient à des positions antifascistes. Il porte naturellement un nom de famille qui, dans d'autres pays, aurait été un motif de dissimulation ou de transformation légale. La généalogie publique de la famille remonte à la fille aînée de Mussolini, Eda, mariée en 1930 au comte Galeazzo Ciano, ministre des Affaires étrangères du régime. Après la chute du Duce, Ciano fut accusé de trahison et exécuté. Eda réussit à s'échapper déguisée en paysanne et survécut à la guerre, préservant les journaux politiques de son mari, publiés plus tard comme témoignage clé du régime. Son fils, Fabrizio Ciano, a publié en 1991 le livre « Quand grand-père a tiré sur papa », une chronique amère de la trahison familiale. Il est décédé en 2008, après une vie marquée par le conflit entre son nom de famille et sa conscience. D'autres branches de la famille ont également occupé des fonctions publiques. Eda Negri Mussolini, petite fille de la plus jeune fille du Duce, fut mère de Germano, dans la province de Rimini. Elle est l'auteure d'une biographie sur sa grand-mère intitulée « Donna Rachele, mia nonna », dans laquelle elle offre une vision intime de la femme du dictateur, loin de l'image officielle. L'œuvre cherche à sauver la figure d'une femme reléguée par l'histoire, sans entrer dans une revendication politique explicite. Même les descendants qui ont évité la politique ont conservé leur nom de famille inchangé. Le fils de Mussolini, Romano, pianiste de jazz et peintre, n'a jamais été politiquement actif, mais il n'a jamais non plus renoncé à son père. Son mariage avec la sœur de Sophia Loren a attiré l'attention des médias et, pendant des années, sa famille a fait l'objet de reportages, d'interviews et de couvertures spéciales dans la presse et à la télévision. Aujourd'hui, la villa de Mussolini à Forlì est un musée. À l'intérieur, des cartes postales, des bustes et des t-shirts sont vendus. Certaines personnes font des pèlerinages par nostalgie, d'autres par curiosité morbide, certains par conviction. Quoi qu'il en soit, le nom de famille Mussolini n'a pas été effacé de la carte politique italienne. Ces dernières années, son utilisation a cessé d'être marginale et est revenue dans le jeu électoral. Contrairement aux descendants de Himmler, Goebbels ou Eichmann, de nombreux héritiers de Benito Mussolini ont non seulement conservé leur nom de famille, mais l'ont utilisé comme un outil public. Aucun des deux n'a écrit de mémoire de rupture. Aucun n'a mené de campagne d'éducation sur les crimes du fascisme. Aucun d'entre eux n'a changé d'identité. Au lieu de cela, certains ont utilisé cette lignée comme marque, et d'autres comme simple continuité familiale. Ce qui génère du rejet en Allemagne génère des votes en Italie. Le contexte politique a également été différent. L'antifascisme en Italie a coexisté avec un héritage culturel de nostalgie, avec des partis néofascistes légaux et avec une aile droite qui a parfois minimisé le passé. L'essor de la Géorgie Meloni, dont la formation politique a ses racines dans le néofascisme d'après-guerre, a encore normalisé l'environnement afin que les descendants du Duce puissent occuper des fonctions publiques sans controverse massive. 100 ans après la marche sur Rome, la lignée mussolinienne est toujours présente, ni de l'ombre, ni du remords, mais du micro, du bulletin et du siège.